Salut tout le monde. Alors c'est ici que s'achèvent nos podcasts de l'Avent. Et on n'imaginait pas finir autrement qu'en vous concoctant non pas une dinde fourrée au marron, qui serait bien compliqué à manger en audio, mais un dernier épisode sur cette fête tantôt attendue, tantôt redoutée ou tantôt pas fêtée, Noël. Nous avons donc le plaisir de partager notre micro avec Jocelyne, Bruna et Jessica, qui nous parleront toutes les trois de leur manière de voir Noël ou de ne pas voir. Vous en saurez plus très très vite. Comme d'habitude, depuis un mois avec Gabriel, nous avons parcouru les rues de Strasbourg, capitale de Noël, pour vous poser des questions. Alors tout au long de ce mois, on a essayé de repeindre ce qu'étaient les fêtes de fin d'année, Noël en groupe. Finalement, c'est quoi Noël ? Une fête de famille d'origine religieuse, où l'on se réunit le 24 au soir puis le 25 midi en famille. On mange et on s'échange des cadeaux. Parfois on prie, parfois on chante, parfois il y a un sapin, parfois il n'y en a pas. Enfin bon, vous avez pigé le truc. Mais en fait, pourquoi on fait tout ça et d'où ça vient ? Alors c'est vrai que c'est une fête que chacun sait aujourd'hui d'origine chrétienne, en tout cas catholique. Mais Noël, c'est avant tout une fête qui s'inscrit aussi dans un temps, dans une époque. Et fêter Noël le 25 décembre, quand vous regardez un petit peu, quand vous cherchez un petit peu, c'est quelque chose qui est venu assez tard finalement, qui est venu qu'à partir du 4e siècle après Jésus-Christ, pour prendre le calendrier de Noël. Puisqu'avant, en fait, c'était une date qui était rattachée à des fêtes païennes comme le Sol Invictus, qui veut dire le soleil invaincu en latin, pour ceux qui ont fait option latin au collège et au lycée. Et c'est après, en fait, que l'Église s'est greffée là-dessus pour dire, bah voilà, Jésus, il est né le 25 décembre. Pour reprendre un petit peu ces fêtes païennes, il y a aussi une fête qui s'appelle, par exemple, le festival de Yule, qui est une fête d'origine germanique. Et donc, c'est un petit peu comme Halloween. C'est des fêtes qui sont venues se greffer sur des choses qui préexistaient pour un petit peu se faire entendre les populations entre elles, quoi, qui à cette époque n'étaient pas toutes de confession forcément catholique. Donc on se base sur des coutumes païennes, hein, typiquement, et c'est pour ça qu'on fête Noël le 25 décembre. Et d'ailleurs, petit fun fact, si vous cherchez aussi, les historiens qui se sont penchés sur la question, à partir des écrits religieux, pensent que Jésus n'est pas du tout né un 25 décembre, mais plutôt vers le printemps, en allant vers le printemps. Donc on est doublement dans une fausse date, mais c'est pas grave, aujourd'hui tout le monde le fête le 25 décembre. Ah bah super, c'était intéressant. Bah moi je vais Voilà, continuer petite recherche perso. en faisant un gros bond dans le futur. Du coup, on arrive au Moyen-Âge. Et en fait, le fait de fêter Noël, donc de vraiment faire quelque chose de particulier pour ce jour-là, ça a commencé au Moyen-Âge. Ça s'est répandu en Europe progressivement. Je crois que ça a commencé en Irlande. Et en fait, à cette période-là, donc c'était pas comme aujourd'hui où on se réunissait forcément. Déjà, on prenait un bain, vu qu'il y en avait 2 fois par an. C'était notamment à Noël. Et en fait, on se jouait des drames liturgiques sur les parvis des églises. Donc, c'était en fait des petites scènes de théâtre qui mettaient en scène l'adoration des bergers ou la procession des mages. Donc, en fait, c'était comme ça qu'on fêtait Noël à cette période-là. Ensuite, à la Renaissance, on a vu apparaître la crèche, notamment en Italie et à Naples. C'est là où elle est née. Donc, encore aujourd'hui, il y a une énorme crèche qui est très, très célèbre. Et surtout, en fait, c'est au 19e siècle qu'on aperçoit un vrai glissement en fait dans la manière dont on fait Noël. Ça passe d'un rituel religieux à un rituel vraiment familial. Mais ça concerne vraiment plutôt les milieux aisés qui avaient la possibilité d'acheter des victuailles, des nouveaux habits pour l'occasion et de se réunir. Par ailleurs, c'est aussi un petit peu concomitant avec la naissance des grands magasins qui ont sauté sur l'occasion pour en faire une fête commerciale. Et donc, 19e siècle, quoi. voilà, c'est devenu la fête qu'on connaît aujourd'hui. Mais de manière générale, même dans les milieux pas aisés, on faisait une petite réunion à cette période-là pour fêter le fait d'avoir constitué les réserves de nourriture pour l'hiver et pour les mois à venir. Donc en fait, voilà, ce qu'on voit, c'est que Noël, c'est une fête syncrétique qui a des origines diverses, religieuses, païennes, culturelles aussi en fonction des endroits où on se trouve. Et donc, c'est pas finalement une fête uniquement catholique. Et d'ailleurs, on va essayer d'en expliquer quelques symboles. Alors, par exemple, on peut commencer par un premier symbole, c'est le symbole du sapin de Noël. On a quelqu'un qui nous a parlé de l'origine du sapin de Noël et je vous propose de l'écouter. Oui, moi je crois que c'était alsacien, il était célestin, mais bon.
Alors effectivement, le sapin de Noël, c'est une tradition qui vient de Sélestat, donc qui vient de pas loin de chez Aliénor et moi, en Alsace. Alors il y a un petit clash entre Sélestat et Strasbourg, comme toujours, sur qui a commencé le premier. Et puis pour la petite histoire, en fait, le sapin de Noël à l'époque, il n'était pas par terre, il était attaché au plafond, parce que les premières décorations qu'on mettait sur les sapins de Noël, c'était des pommes ou c'était des friandises. Et à l'époque, pour éviter que les rongeurs ne viennent détruire le sapin de Noël, et ben on l'attachait par le dessus. Et donc voilà, après l'arbre de Noël s'est répandu un peu partout et il est pas rare maintenant qu'on en voit même dans des paysages où on ne l'attendrait pas. Sur l'île de la Réunion, par exemple, on voit des sapins de Noël aussi pendant cette période. Ah, c'est Et donc marrant. Je savais un pas du tout symbole qui pour vient le de chez nous. sapin. Ben, moi, à l'époque, quand j'avais un tout petit appartement à Paris, j'avais pas la place de mettre un sapin, mais j'avais un mini cactus où je mettais une petite déco. Et on va passer donc à l'explication suivante. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il y a autant d'illumination dans les rues, ou même d'ailleurs sur le sapin en fait. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, le mois de décembre était considéré comme un mois noir. Les feuilles tombent, il n'y a plus rien à manger, il fait très froid. Et en fait, ces illuminations, ça permet un peu de mettre de la chaleur, même fictive. Et par ailleurs, l'autre explication, c'est que finalement, c'est l'avènement du Christ, donc une lumière qui arrive sur Terre. Et c'est là d'ailleurs qu'on retrouve aussi donc la symbolique avec ce qu'on disait tout à l'heure, que Noël à la base se base sur des fêtes païennes. C'est exactement la même chose. Toutes les fêtes païennes, elles avaient en commun une période de l'année où il fait sombre et où on a envie de retrouver de la lumière, où on a envie d'annoncer de la lumière. Et donc c'est pour ça se colle très bien. Et encore aujourd'hui, à travers les illuminations, on est totalement là-dedans, quoi. On a aussi un autre symbole bien connu des uns et des autres, c'est ce qu'on mange sur la table de Noël. Alors, on va peut-être choquer nos amis véganes, par exemple, mais c'est la dinde de Noël. Ou la Alors, volaille, pareil, Japon également. ou la volaille de Noël. En fait, alors, ce qu'il faut savoir sur cette question de la dinde et de la volaille, c'est qu'à l'époque, on mangeait pas de la dinde, puisque la dinde, ça vient d'Amérique. Donc, on a dû attendre la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Avant, c'était plutôt de l'oie qui était mangée parce que c'était vu comme un oiseau solaire. C'est comme ça que c'était décrit. Et puis, quand la dinde est arrivée en Europe par l'Amérique, elle a été appréciée parce que plus grosse qu'une oie, moins chère qu'une oie, et donc assez bonne à manger. Et il semblerait que la première dinde mangée lors d'un repas de Noël, vraiment, elle a été servie à la table de l'empereur Charles VII au XVIIIe siècle. Parce que justement apprécié pour son côté exotique. Et puis depuis, on est resté sur la dinde ou d'autres types de volailles. Mais tout le monde ne mange pas forcément de la volaille. Je crois qu'on a une dame qui nous en a bien parlé. Exactement. Ah non, nous on mange pas. Je ne sais pas si c'est vraiment la volaille. Non, les gens ils mangent pas de la volaille. Nous on a la brasserade où on peut manger n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas obligé de manger de la Parce qu'en volaille. fait, j'avoue que naïvement, pensant que tout le monde mangeait de la dinde ou de la volaille du moins le 25, je lui ai demandé est-ce que vous savez pourquoi on mange de la volaille? Et en fait, elle m'a dit ah bah non, moi j'en mange pas du tout. Donc voilà, tout le monde ne mange pas de la volaille le 25. Et par ailleurs, pendant le micro-trottoir, on a souvent demandé en fait aux gens est-ce que vous savez pourquoi on mange de la volaille? Et en fait, la plupart des gens ne savaient pas. Moi-même, je ne savais pas du tout. Je l'apprends en entendant Gabriel. Mais souvent, on nous parlait quand même des Pilgrims et de Thanksgiving en fait. Ouais, ouais. On apprend d'ailleurs en cours d'anglais très souvent. On nous a aussi parlé des escargots. Je sais pas si tu te souviens, Oui. quelqu'un qui nous a parlé, les Bourguignonnes nous a parlé des escargots. Mais d'ailleurs, moi, ça me fait penser, dans ma belle famille, on mange pas que de la volaille, on mange beaucoup de choses. On a souvent 3 entrées, plusieurs plats. Enfin, c'est très copieux. Jocelyne, c'est quoi déjà les 3 entrées traditionnelles? Nous, on prend du foie gras, escargot et puis coquille Saint-Jacques. Voilà, c'est au choix ou les 3. Donc moi, c'est toujours un choix très difficile puisque c'est un peu des aliments chez moi. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est vrai que j'ai appris à manger de la Saint-Jacques maintenant et ça fait toujours plaisir. Et toi, Bruna, tu aimes les escargots? Non. Avant, j'aimais bien, mais maintenant, j'aime plus. Par contre, tu n'aimes pas les escargots, mais il me semble que tu aimes le Père Noël. Et justement, en parlant de Père Noël, est-ce que tu sais d'où ça vient, Bruna, le Père Noël? C'est une légende. C'est une légende, mais d'où vient cette légende? On a 2 personnes qui ont 2 histoires différentes. On va écouter la première version, qui est une version plutôt commerciale. Ah, ça, je connais la réponse. Ah, dis-nous. Il vient d'où le Père Noël? Du pôle Nord. Tout ce que je sais, c'est que le Père Noël a été customisé par Coca-Cola. Ça, je le sais. Alors, effectivement, donc on l'avait dit dans un précédent podcast, à la base, c'était une aventure commerciale, ce Père Noël, qui s'est finalement bien transporté. Il adore les couleurs du Coca-Cola. Mais on m'a raconté ce matin même une autre version. Alors, il s'avère que j'ai appris ça il y a pas longtemps, mais il semblerait que le Père Noël, de base, ça soit pas chrétien, ça soit pas catho.
Et donc, ça vient d'un gars qui vivait en Turquie, qui était hyper riche, et donc qui a décidé de faire des dons un peu à des enfants au moment de Noël. Et donc qui a aidé des enfants, notamment des petites nanas à sortir de la prostitution, des gamins à sortir de la pauvreté. Et du coup, ça s'est répandu dans le pays, en Turquie, parce que c'était un super mec. Le gars a fini par mourir. Et du coup, ils l'ont un peu mis au rang de saint. Donc après, c'est devenu à ce moment-là un peu Saint-Nicolas. Et ça s'est élargi, ça s'est répandu sur toute l'Europe. Donc, tout le monde a commencé à fêter la Saint-Nicolas. Donc on s'offrait des cadeaux au moment de la Saint-Nicolas pour fêter un peu cette générosité. Et ensuite, quand les colons sont allés en Amérique, ils ont décidé de ramener la Saint-Nicolas au jour de la naissance de Jésus au 24 parce qu'ils en avaient marre de cette fête païenne qui avait trop d'ampleur. Ils préféraient que ça soit la fête de Noël. Du coup, ils ont décidé de recaler ça comme ça. Et du coup, les chrétiens et les chrétiens, du coup, ont pris cette fête païenne pour la faire devenir celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors ça, c'est une version que je n'avais jamais entendue. Bah moi non plus, mais je trouve ça intéressant et en fait surtout ce que ça montre, je trouve que c'est de même que la fête de Noël qui est assez syncrétique dans ses origines, le Père Noël aussi en fait c'est à la fois un mélange de religieux avec le Saint-Nicolas, le Santa Claus, un mélange aussi de bonhomme de neige en fait puisque bon il est tout blanc, du bonhomme d'hiver, du côté païen avec cette histoire d'homme turc très bienveillant. Commercial avec Coca. Enfin, je trouve ça hyper intéressant parce que ça reflète bien aussi un peu d'où vient Noël quand même. Finalement, dans le côté flou artistique en fait de tout ça où on mélange plein de trucs et ça donne ce qu'on connaît aujourd'hui. Et moi, du coup, j'aimerais savoir, vu qu'on a. Mais d'ailleurs, moi, ça me fait penser à un truc et j'espère que ma mère elle va entendre ce podcast parce qu'ils vont apprendre qu'ils m'ont traumatisé quand j'étais gamin. On avait un énorme pochoir que mes parents mettaient sur le mur, une espèce de poster, si tu veux, en 3D avec la tête du Père Noël. Et il le mettait début du mois de décembre. Et il nous disait qu'en gros, si on ne se tenait pas à carreau, le Père Noël, il le voyait à travers le poster. Et du coup, on n'aurait pas de cadeau. C'était hyper traumatisant, le truc. En plus, quand t'es petit, le truc était énorme. Et en fait, quand je passais devant, mais genre, je le regardais, et j'avais trop peur qu'il me regarde et qu'il me dise tu fais des bêtises, t'auras rien à Noël et tout. Du coup, quand mes parents ils partaient, je le décrochais le truc. Bah écoute, figure-toi que la semaine dernière, donc je vous disais, il y a ma petite nièce Bruna de 8 ans qui ne croit plus au Père Noël, mais son petit frère, il croit encore. Et la semaine dernière, il était passage à table, donc je lui ai dit attention parce que le Père Noël, il va pas te ramener de cadeaux c'était passage. Il m'a dit mais de toute façon, le Père Noël, de toute façon qu'on soit sage ou pas sage, il ramène quand même des trucs. Putain, j'adore. On a tout compris. Et toi, Bruna, quand c'est que t'as plus cru au Père Noël? 6 ans, 7 ans, je crois. Et comment t'as découvert qu'il n'existait pas? Je sais plus trop. C'est pas parce que t'as reconnu tonton Patrick qui était déguisé? Si, je crois. Et tes copains, copines à l'école, ils y croient encore? J'ai une amie qui y croit plus, mais sinon, non, plus personne n'y croit. Ah ouais, il y a quand même un passage de transition vers 7 ans, quoi. Et moi, je me rappelle même plus à quel âge j'ai arrêté de me faire avoir. Mais très tôt, j'essayais de le choper. Je me cachais sous la table de la salle à manger et j'attendais de voir, quoi. Et mon père avait fait un truc très fort quand il a senti que ça commençait à plus trop le faire. Un soir, ils se sont chauffés. On habitait encore dans un appartement. Et en fait, il était descendu avec des vieilles bottes pour mettre de la gadoue dessus, remonter tous les escaliers et faire des traces de gadoue jusqu'au sapin de Noël. Le truc que ma mère aurait jamais autorisé si c'était pas le Père Noël, tu vois. Pour qu'on y croie encore un an supplémentaire. Franchement, bien joué, quoi. Ah, moi, j'y ai cru super longtemps parce que à l'époque, mes parents avaient demandé à un copain de mon frère de faire le Père Noël et du coup, je l'avais vu traverser de ma fenêtre. Et en fait, je m'étais dit, c'est tellement important Noël que c'est impossible que ce soit une personne qui soit déguisée parce que tout le monde reste en famille, donc c'est forcément que c'est le vrai. Mais d'ailleurs, moi, je l'avais pas du tout mal pris le fait que quand j'ai découvert qu'il n'existait pas. Mais alors, par contre, ma sœur, elle s'est sentie complètement trahie. Elle a fait la gueule à mes parents pendant 2 semaines et elle leur a tellement voulu qu'elle disait, quand je suis née, on a 10 ans d'écart, qu'elle voulait pas qu'on me le fasse croire parce qu'elle, ça lui avait brisé le cœur en fait, qu'on lui mente. Mais d'ailleurs, moi j'ai une question pour Jocelyne, pour Belle Maman. Quand toi, t'étais enfant, ça existait déjà le Père Noël dans cette ampleur-là, ou c'était quelque chose quand même qui était très américain et qui n'était pas spécialement implanté ici en France? Non, moi, ça existait. Hein. On savait que le Père Noël existait, qu'il allait apporter des cadeaux. Il n'y avait pas forcément la personne physique déguisée pour nous y faire croire, mais on savait que le lendemain, on avait des cadeaux au pied du sapin. Et moi, j'étais vraiment tellement excitée à cette période-là. Je me rappelle que mes parents me disaient qu'une semaine avant Noël, je me réveillais la nuit
J'étais somnambule tellement ça me travaillait et je faisais le tour de la table, de la salle à manger, puis je retournais me coucher. Et ça, Ah je le non. faisais qu'une fois dans l'année, c'était dans cette période-là. Donc, comme C'est quoi, l'expression, ça quoi. cogitait pas mal et ouais. Ah ouais, t'avais vraiment, t'attendais Ouais, que ça, quoi. Et moi, ouais. du coup, j'ai une petite question à Jessica, parce que vous apprendrez un petit peu plus tard dans le podcast que Jessica ne fête pas de Noël en tant que telle, et donc elle n'a jamais cru au Père Noël. Mais tu as été dans une On école en où il y avait... rediscutera, mais il y a eu un moment où j'y ai cru. Ah ouais, bah justement, c'est marrant. Donc j'allais venir. Donc Révélation Jessica, choc pendant ce podcast, vous avez bien fait de venir. a priori, Jessica ne fêtait pas Noël étant de confession juive, donc elle n'était pas quand même censée croire au Père Noël. Et du coup, raconte-nous déjà d'une part, comment toi est-ce que tu le vivais vis-à-vis des autres enfants qui eux y croyaient, sachant que toi en fait tu détenais la vérité. Est-ce que tu balançais qu'il n'existait pas? Est-ce que tu le disais pas? Du coup, tu faisais semblant d'y croire pour les autres. Et du coup, pourquoi est-ce que tu y as cru à un moment? Je suis curieuse de savoir. Bah, moi déjà étant originaire de Strasbourg, c'est sûr que j'ai jamais fêté Noël, mais j'ai toujours été dans cette ambiance hyper féerique, liée à Noël. Et en fait, j'étais hyper jalouse des autres enfants qui le fêtaient. J'avais trop envie de le fêter aussi parce que je voyais que c'était une fête, hyper, chaleureuse où tout le monde recevait, plein de cadeaux, il y avait des gros repas et cetera. Donc moi j'ai toujours été très envieuse de fêter Noël. Et ma marraine, du coup, nous avait invités une fois quand j'étais petite, je pense que je devais avoir 9-10 ans. On avait fêté Noël chez elle, donc c'est la seule fois de ma vie où je l'ai fêté. Et du coup, ils avaient vraiment joué le jeu à fond. Donc en fait, son mari à l'époque s'était déguisé en Père Noël. Et moi, je savais très bien que ça n'existait pas. Mais j'avais tellement envie de le fêter que quand je l'ai vu se présenter avec son habit rouge, sa barbe, enfin tout l'accoutrement du Père Noël, je me suis dit, ça y est, en fait, ça se trouve, il existe vraiment, quoi. Genre, le temps d'une soirée, j'y ai vraiment cru. Donc, malgré le fait que, comme tu dis, je détenais plus ou moins la vérité, enfin, il y a quand même quelque chose de très magique dans Noël, dans tout ce qui se passe au niveau des décos, de l'ambiance, de tout ça, qui fait qu'au final, tu as grave envie d'y croire. Et c'est le seul moment où j'y ai un peu cru. Et j'avoue que du coup, j'ai pas non plus révélé la vérité à tous les autres enfants. Ah J'ai ouais, donc gardé tu le disais secret. rien, quoi. Tu gardais le Non, je secret. disais rien. Ouais, ouais. Je voulais qu'il y Oh ait là là, toujours mais moi, cette quand magie j'ai de Noël qui poucave à soit ma préservée. petite sœur, quand j'ai grillé, mais je faisais trop la. Je regardais mes parents, j'étais en mode. Et Mimi, tu sais que le Père Noël, en vrai. Et j'ai regardé mes parents et je la narguais de ouf. Hein. Mais du coup, est-ce que tu te disais que tous les enfants, ils étaient quand même un peu cons d'y croire ou ça, enfin, Bon, on nous fait quand même croire à un milliard d'autres choses. Je sais pas si je dois balancer 2-3 trucs directement dans ce podcast parce qu'on a quand même une enfant donc, avec pour nous. ceux qui pensent que la Euh, petite souris existe encore, c'est pas vrai. voilà, grosse Spoiler alert. révélation. Mais non, franchement, ça me choquait pas. Je me dis qu'on s'est nourri de tellement de contes et de plein de choses que, enfin, c'est pas un de plus qui allait nous chambouler l'existence, quoi. Et du coup, on passe à la partie suivante qui est donc le Père Noël ramène des cadeaux, mais d'où viennent les cadeaux? Donc Gabriel nous expliquait tout à l'heure que l'origine de Noël, ça vient un peu de la fête du solstice d'hiver à l'Antiquité. Et c'est à ce moment-là qu'on s'échangeait, enfin qu'on se donnait de l'argent, des étrennes, pour en fait fêter, voilà, encore une fois, le solstice d'hiver. On connaît aussi l'origine des oranges pour les gentils enfants et du charbon pour les méchants enfants. Et ben ça a vraiment existé en fait. Il y a vraiment des enfants qui recevaient du charbon. Donc Bruna, fais gaffe. Sois sage jusqu'au 25. Et on a un petit audio aussi pour savoir d'où viennent les cadeaux. On a en tout cas quelqu'un qui nous propose de savoir pourquoi. Je pense que c'est une référence au roi mage qui avait apporté des présents au Christ. Ouais, et donc du coup là avec l'audio on voit la jolie référence. Alors j'avoue que moi j'avais jamais pensé que finalement s'offrir des cadeaux à Noël c'est un petit peu reprendre les gestes pour ceux et celles qui sont pas de confession Mais en chrétienne fait, c'est pas catholique. très juste. Des rois mages quoi. Mais Enfin en en tout fait, cas c'est sa pas très juste. supposition. Oui, mais alors il y a une part de vrai, c'est-à-dire qu'en fait normalement on est censé recevoir les cadeaux le 6 janvier. Parce que c'est le 6 janvier que les rois Oui. mages arrivent. Donc en fait c'est un peu ça, mais pas tellement. Et en fait les cadeaux, encore une fois, sont arrivés au 19e siècle avec l'avènement des grands magasins. Les petits soldats de plomb pour les garçons, le nécessaire de couture pour les petites filles. Et aujourd'hui on vous appelle à faire des cadeaux non genrés aux enfants le plus possible. C'est clair. Et donc de ça, on va pouvoir parler un petit peu de nos rituels familiaux respectifs. Et justement, Jess, toi, tu disais que tu fêtais pas Noël en tant que tel, mais tu fais toujours un petit truc le 24. Donc vas-y, Oui, raconte-nous. on fait toujours un petit apéro festif, foie gras, saumon. On se met dans une ambiance qui correspond un petit peu à celle à laquelle tout le monde doit être plongé au soir du 24.
parce que on se fait chier nous sinon à cette soirée finalement le 24 au soir. Donc on essaye de fêter quelque chose aussi. Et du coup, est-ce que Hanouka, c'est proche de ce qu'on connaît de Noël? Alors il y a quelques similitudes entre les deux fêtes où on a les cadeaux. On s'offre pas mal de cadeaux aussi à ce moment-là. Et puis ça coïncide au niveau de la période. Hanouka tombe toujours au mois de décembre. Des fois, ça tombe exactement au même moment que Noël. Des fois, c'est plus tôt. C'est en fonction du calendrier lunaire qu'on fait les fêtes juives. Et puis, on mange assez bien aussi à cette fête-là. On fait des gros repas. Mais sinon, à part la légende et puis l'histoire biblique à laquelle cette fête est liée, dont on ne sait pas du coup si voilà, elle est vraie ou pas, s'il y a de l'invention, etc., rejoint un petit peu aussi les contes et légendes de Noël, mais c'est vraiment les seules similitudes. Dans la catégorie toujours rituel, moi je vous propose d'écouter un petit audio, toujours de notre petite mamie qu'on a croisée sur le marché de Noël de Strasbourg, qui nous parle elle des rituels typiques de comment ça se passe Noël chez elle. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais on écoute. 24 au soir, on met une crèche. On la met un peu avant, mais sans l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, on le met le 24 au soir. 24 au soir, j'invite mes enfants, petits-enfants, ceux qui peuvent venir. Et nous mangeons ensemble et nous chantons des chants de Noël sous la crèche et sous le sapin de Noël avant d'aller à 11h30, 23h30 à la messe de minuit. Ah ouais, la messe de minuit classique, tout le monde ne fait pas. Moi, je n'ai jamais foutu un pied dans une messe de minuit. Je sais pas à quoi ça ressemble une messe de minuit à Noël. J'ai jamais fait ça. Genre, enfin, on en a parlé et tout avec toi, Alinor et tout, mais c'est vrai que moi, rituel de famille à Noël, à part se voir le 24, le 25, j'ai pas spécialement de rituel précis. Moi, c'est plus le 26 pour le coup. S'il y a un truc qui, dans ma tête, code avec rituel, c'est une date qui a toujours été fixe. Le 24-25, je sais jamais qui on va voir, ça change tout le temps. Mais le 26, c'est du côté de ma mère. Il y a littéralement tout le monde. Alors là, avec le Covid, ça va être compliqué, mais il y a littéralement tout le monde du côté de ma mère. C'est une énorme tablée parce qu'ils sont beaucoup. Et j'avoue que, tu vois, pour moi, Noël, du coup, c'est limite plus le 26 que le 24 ou le 25. C'était vraiment le moment que j'attendais, quoi. Et après, sinon, en termes de rituel, c'était, et ça, elle le sait, j'espère qu'elle écoute le podcast, c'est vraiment le moment où on décorait le sapin avec ma mère. J'en avais déjà parlé lors du dernier podcast, où là, c'est quelque chose qui aujourd'hui me marque encore et j'ai beaucoup de mal à ne pas décorer le sapin avec elle. Ça me fait toujours un petit truc maintenant que j'habite plus à la maison, mais c'était vraiment un gros rituel que j'attendais tout le temps et vraiment quelque chose de tradit chez nous, quoi. Et il y a aussi des Noëls qui sont très festifs et d'ailleurs on a des personnes qui nous ont répondu, qui nous ont raconté leurs petits rituels. Nous on fait souvent des karaokés, on a des micros magiques et ça part souvent en karaoké. Et cette année ma sœur veut qu'on fasse une petite choré sur un refrain d'une musique où dès qu'il y a la musique qui passe, on se lève et on danse, quoi. Ça enchante pas tout le monde. Un peu un flash mob, quoi. C'est marrant. Nous, dans le même genre, Bruna, est-ce que tu racontes ce qu'on fait toujours à Noël? Ah, ça m'intéresse. Nous, chaque année, le soir, on fait toujours un petit spectacle. Et du coup, avec les enfants, on fait une pièce de théâtre. Vous faites quoi cette année? On fait un tour de dompteur. Il y a des lions et moi, je suis la dompteuse. Oh là là, elle m'a spoilé le spectacle en avant-première. Ah, mais c'est trop chou ça de faire un petit spectacle chacun fait un spectacle, hein, on n'a pas le droit d'y couper. À part mon père qui cuisine, du coup lui il vient jeter un œil et applaudir et après il repart en cuisine. En fait c'est un petit peu les Laurent ou un incroyable talent, quoi. Exactement, tout à fait. Certains ont moins de talent que d'autres. Et alors toi Jocelyne, est-ce que quand tu étais petite ou même maintenant il y a des rituels, quelque chose vraiment de spécifique que vous faites en dehors des traditions un peu d'origine méditerranéenne dont on parlera après, est-ce qu'il y a des choses un peu spécifiques dans la famille, quoi? Oh non, si quand même le repas de Noël, on essaye toujours de raconter des blagues. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà la tradition, on prépare quelques blagues. Autrement, non, quoi. On partage le bon repas, mais il n'y a rien de particulier autrement. Non. D'ailleurs, en parlant de blagues, j'ai oublié de la faire avant, mais je la pose maintenant vu que Jocelyne a parlé de blagues. J'ai une blague de gauchiste. Est-ce que vous savez comment le Père Noël fait pour faire le tour du monde en une seule nuit? Il passe que chez les riches. Oui. Voilà, j'étais refait avec cette blague. Bref, je me tais.
Bon, en tout cas, voilà, Jocelyne, tu nous racontais un peu un Noël traditionnel, mais en fait, tout le monde ne fête pas Noël comme ça. Et on a plusieurs exemples. Quand on a fait notre micro-trottoir avec Gabriel, on a croisé une jeune femme qui venait du Mexique et qui nous a raconté comment elle fêtait Noël. On le fait vraiment en famille, en famille. Parfois, il y a quelques amis, mais c'est pas la tradition. On le fait vraiment en famille. On n'a pas vraiment la tradition de le faire avec le Père Noël. Nous, c'est vraiment la naissance de l'enfant Jésus. Et tu peux pas rater ça, vraiment. La naissance de Jésus, la crèche. Les quelques jours avant Noël, on le fête chaque soir. En fait, on fait des prières dans chaque maison. Et à la fin, on mange un petit plateau, on mange un petit truc. Mais en fait, je pense que les gens vont plus pour manger que pour prier. Et en fait, depuis peu, ces dernières années, les enfants commencent effectivement à recevoir des cadeaux du Père Noël qui devient de plus en plus populaire. Mais notre vraie fête, c'est le 6 janvier et c'est la fête des rois mages. Et de même, en fait, donc cette dame nous raconte qu'en fait, la tradition, c'est de fêter Noël quelques jours avant, enfin de se réunir avant. Et justement, on a un extrait qui nous vient tout droit de Colombie, où en fait, ils font aussi ça, cette tradition de se réunir avant. Et donc, je vais vous le faire écouter. Salut, alors moi je suis d'origine colombienne et je vais vous parler du coup d'une tradition qui se fait en Colombie du 16 au 24 décembre. Ça s'appelle las Novenas de Aguinaldos et donc ça se fait principalement en Colombie, en Équateur. Ailleurs, peut-être que dans d'autres pays ça se fait, mais en tout cas c'est dans ces pays-là que c'est d'origine. Donc c'est une fête qui donc se déroule sur 9 jours pour relater le parcours en fait de Marie qui donne naissance à Jésus. Et donc à partir du 16, chaque soir, on se réunit en famille, entre amis, afin de préparer Noël et raconter des prières sur justement ce parcours de Marie. Et tout ça, c'est accompagné en fait de chants, de musique et pas mal de nourriture parce que justement toute fête s'accompagne de nourriture et c'est une grande partie en fait pendant cette soirée, pendant tous les soirs de ces 9 jours où on appelle ça la partie des gozos, donc para gozar. C'est donc voilà, c'est pas mal de pâtisseries, des hojaldras, des buñuelos, de la natilla, une sorte de flan. Ce sont justement des petites pâtisseries, des petites traditions qui accompagnent toutes ces festivités. Et donc c'est assez intéressant parce que en soi, ça lie le côté festif et très croyant de ces pays en fait d'Amérique latine, parce que c'est des pays qui sont très croyants. Et donc le Noël est assez différent quand même, c'est-à-dire qu'on célèbre le petit Jésus avant tout et non pas le Père Noël. Donc c'est vraiment c'est toute la partie croyance, hein, c'est sûr. Et donc voilà pour cette aparté culture en Colombie et Équateur. Et c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de faire un Noël en Colombie et ça n'avait rien à voir. Alors déjà, on termine Noël à 7h du mat dans la rue avec les voisins et tout le monde danse la salsa. Parce que en Colombie, là où j'étais à Cali, il fait 35 degrés à Noël. C'est la partie la plus chaude. Et donc on termine Cali, Pachanguero à fond. Et alors, tu parles de danse. Il y a d'autres endroits où c'est la danse et la musique qui sont vraiment mis en avant pendant la période des fêtes. C'est dans nos belles îles d'outre-mer, par exemple la Guadeloupe et la Martinique. On s'en donne à cœur joie pendant toute la période de l'Avent, en fait, surtout les soirs de week-end où on joue, où on chante avec des instruments de musique avec toute sa famille. D'ailleurs, on a croisé quelques personnes qui viennent de là-bas et qui nous ont parlé un petit peu justement de ce qui se passe en Martinique. Nous on l'a fêté aux Antilles. On était en Martinique. Ouais. Donc du coup, il y a beaucoup de chants qu'on appelle les chantés Noël. Vu qu'il fait beau, on est généralement en train de on est dehors et on chante des chants traditionnels. En parlant de Noël au soleil, en Australie, c'est la tradition de manger un barbecue à Noël. Ah oui, je connais ça. Ah bon ? Pas mal. Ouais, c'est marrant. Et si on reste un petit peu dans le sud et sous le chaud, on a quelqu'un qui va pouvoir nous parler d'un Noël un peu plus méditerranéen, avec des petites traditions, notamment à table, mais pas que. C'est Jocelyne, avec qui j'ai eu le plaisir de découvrir plein de nouvelles choses à Noël. Je te laisse parler un petit peu des petites spécificités
Ben nous, si tu veux, dans la famille à Noël, on plante des grains de blé dans du coton humide. On fait 3 petites coupelles, ça représente la Sainte Trinité. Et on les plante le jour de la Sainte Barbe, le 4 décembre, mais on fait aussi le 13 décembre, le jour de la Sainte Lucie. Alors c'est une tradition provençale qui date de l'époque romaine, parce qu'à l'époque, ils avaient peur qu'au printemps, les récoltes ne prennent pas. Donc ils plantaient des grains de blé de la récolte précédente pour les faire germer. Donc nous, on a hérité de cette tradition et on dit que si le blé il est bien grand et robuste, eh bien ce sera la prospérité pour toute l'année. Voilà. Donc après, le Voilà. jour... Et là, pendant que je fais le podcast, moi, j'ai la vue sur la Voilà. petite table avec mes grains de Voilà, blé parce que qui le jour sont de plantés Noël, déjà. sur la table, on met nos petites assiettes, on décore d'un petit ruban rouge. Et après Noël, on les dépose près de la crèche jusqu'à l'Épiphanie. Voilà. Et alors, il y a une autre aussi petite tradition provençale, quelque chose qui m'avait surpris les premières fois que j'avais fait Noël avec vous, c'est au moment du dessert. Est-ce que Voilà. tu peux nous dire ce qu'il y a au moment du Alors, c'est dessert aussi à une Noël chez tradition vous? provençale de proposer 13 desserts à table ce jour-là. Donc, en fait, la symbolique, c'est 12 pour les apôtres et puis 1 pour le Christ. Et dans plusieurs villes du sud de la France, on retrouve quand même la même base. Il y a les 4 ingrédients de base, c'est des fruits secs, figues, raisins secs, amandes et noix ou noisettes. Et ensuite, on rajoute des fruits frais. Donc, ça peut être du raisin, orange, mandarine, des dattes, des fruits exotiques, kiwi, ananas, mangue. Et on rajoute également les confiseries et gâteaux, donc du nougat, des truffes au chocolat, la bûche. Moi, ma maman, c'est elle qui nous fait la fameuse bûche chaque année. Et dans le sud, ils font également la pompe à huile. C'est un genre de brioche parfumée à la fleur d'oranger. Voilà, donc on dispose ces 13 desserts le soir de Noël ou le lendemain. Voilà. Bon, ça a l'air délicieux en tout cas. Ah bah c'est Ouais. crise de foie et un pain 10 garanti quoi. Ah, bah ça, j'imagine bien. Et on parlait longtemps tout à l'heure du sapin de Noël et Gabriel, tu disais que parfois on le retrouve dans des endroits où on ne s'attend pas à le voir. Mais en fait, dans les endroits où il n'y a pas de sapin, comme par exemple en Inde, on décore un manguier ou un bananier qui est aussi décoré de guirlandes lumineuses. Et en fait, en Inde, c'est une minorité. En fait, il y a 2,3% des Indiens qui sont chrétiens et qui fêtent Noël. Mais ils fêtent quand même, ils le fêtent vraiment. Et d'ailleurs, les hindous le fêtent aussi parce qu'ils voient ça comme la descente d'un dieu au cœur de l'humanité. Et donc, en fait, on célèbre quand même si c'est fait très différemment. Ça se fait aussi à l'extérieur. C'est vraiment en plein air. Il n'y a pas de cheminée pour le Père Noël, mais il vient quand même. Il va jusqu'en Inde, le Père Noël. Et voilà, il apporte principalement comme cadeau des tenues de cérémonie et non pas des jouets. Et c'est vrai qu'en Asie, on a finalement pas beaucoup de traditions de Noël. Dans certains pays, par exemple, on peut parler des Philippines ou de la Corée du Sud, où il y a quelques petites traditions qui se font. En Corée du Sud, c'est souvent en amis. C'est pas forcément avec la famille, mais ça se fait de plus en plus, parce que quand même quelques personnes catholiques, ils ont notamment commencé à mettre un sapin de Noël devant l'hôtel de ville de Séoul. Mais il y a un pays, et on a eu la chance de croiser 2 jeunes femmes touristes de ce pays, c'est la Chine. Alors, est-ce qu'en Chine, on fête Noël? Eh ben, je vous laisse écouter un peu. Parfois, on fait Noël, mais vraiment, c'est pour les enfants. On n'a pas vraiment l'habitude d'avoir une nuit de Noël. C'est vraiment pour les enfants. C'est pas une fête traditionnelle du tout en Chine. Donc nous, là, on est en Alsace et c'est vraiment une nouvelle expérience pour nous de faire Noël. Les quelques personnes qui se réunissent en Chine pour Noël, elles font quelques activités. Il y a des choses au supermarché, des décorations. Elles sortent, elles font des trucs entre amis. Elles ont des rendez-vous avec leurs potes. Alors nous, en fait, le Nouvel An chinois, en fait, c'est vraiment notre fête traditionnelle chinoise. Les gens s'échangent des cadeaux. On a vraiment de la nourriture spéciale dédiée à cette fête. Il y a même des feux d'artifice. C'est aussi important que Noël chez nous, que dans les pays occidentaux. Donc voilà, donc 2 touristes qui viennent de Chine, qui adorent l'ambiance de Noël à Strasbourg, c'est merveilleux pour elles, et qui nous parlent donc du coup de cette fête un peu similaire en termes de cadeaux et d'importance familiale et de festivité qu'est le Nouvel An chinois,
qui se déroule un peu plus tard dans l'année que Noël, mais qui était très heureuse de découvrir cette fête en fait. Ouais, tout à fait. Et pour finir ce tour du monde des traditions, on a eu aussi la chance de croiser un touriste qui nous venait d'Allemagne, mais qui était québécois et qui avait épousé une Mexicaine. Donc ça fait un Noël haut en couleur. Oui. Nous, en fait, c'est un peu... quand on a une famille canadienne et mexicaine, on a comme joint un peu les deux, parce qu'il y a comment on appelle ça encore? Les rois mages. C'est célébré pour moins au Canada, mais au Mexique. Donc, on fête ça, je pense, c'est le 6 janvier. Et aussi, nous sommes en Allemagne présentement, donc on a la fête de Saint-Nicolas qui était comme juste un peu avant le 31 décembre. On est un peu partout. C'est ça, comme nous, au Canada, c'est plus Canada à Montréal. C'est plus durant le 24 au soir, on va à la messe de minuit et après, on fait un réveillon avec toute la famille. Voilà, finalement, au Canada, c'est un peu comme ici. Hein. Merci pour cet accent canadien franc-comtois. Super accent québécois. Bon, en tout cas, on a fait un beau tour du monde de traditions, un petit peu partout, les îles, l'Amérique du Sud, l'Asie, et on voit que finalement il y a plein de manières de fêter Noël en fait. Ou de pas le fêter et de faire autre chose. L'important, je pense que c'est d'être ensemble et partager des émotions et de l'amour, voilà. Mais on remarque quand même que même les pays où on fête pas forcément Noël religieux ou même commercial, la fin d'année ça reste toujours une période où tu as quand même beaucoup de festivités. Oui, c'est clair. Peu importe où tu es quoi. En tout cas, on était vraiment ravis de faire cette édition spéciale de Noël. J'espère que nos 4 podcasts vous ont plu. Je remercie vraiment nos 3 invités de s'être prêtés au jeu et d'avoir bien voulu débattre avec nous de cette fête de Noël, de comment on fête la fin d'année. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très très belles fêtes de Noël, que vous fêtez Noël ou pas, et une bonne année bien prospère. Allez, bonne fête de Noël, salut! Salut! Au revoir! Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Noël. Avec toute l'équipe Gueule de Bois, on était très content de vous proposer ces 4 épisodes de fête de fin d'année. Merci encore aussi aux nombreuses personnes qui ont participé à nos micro-trottoirs et aux associations aussi qui nous ont répondu pour nous aider à préparer au mieux ces podcasts. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, pod-gdb, à écouter et réécouter l'ensemble de la saison 1 et des épisodes de Noël. Et quant à nous, on se revoit très vite l'année prochaine, en 2022.